Sur cette session donc du co-farming sur les crédits carbone Eldorado ou miroir aux alouettes. Voilà, donc on va aujourd'hui, comme le titre l'indique, vous aider à démêler le vrai du faux. Et donc pour nous accompagner dans cette session, j'ai le plaisir d'accueillir trois entreprises avec nous, trois startups donc, qui travaillent dans le domaine des crédits carbone et qui vont pouvoir voilà, vous éclairer, nous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur cette démarche des crédits carbone dont on entend beaucoup parler, qui font partie aussi du financement, de la finance responsable, et donc qui va aider à financer voilà, la transition agroécologique dans les filières agricoles. Et donc, pour commencer, on va faire un petit tour de table rapide. Donc, je vais commencer. Moi, en tant qu'animateur, voilà, je suis donc Nicolas Magnez. Je travaille pour le cluster AgreenTech Valley, donc un cluster national basé à Orléans qui travaille sur les technologies numériques pour les filières végétales. Voilà. Et donc, on a le plaisir donc d'avoir en premier Carbon Farmers, voilà, donc avec Thibaut Savoie, CEO. Bonjour. Et donc, voilà, donc peut-être rapidement l'entreprise où elle est située. Carbon Farmers, donc nous accompagnons des agriculteurs dans des projets bas carbone avec l'appui de coopératives, et nous avons un modèle innovant d'accompagnement et d'intermédiation de la finance carbone, du crédit carbone, jusqu'à la traçabilité des réductions d'émissions de la parcelle jusqu'à l'usine de transformation. D'accord, merci beaucoup. Étienne Vario, donc CEO de la startup Rise. Si tu peux donner quelques petits mots rapides sur ton entreprise. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, Étienne de Rise. Rise, on est une entreprise qui a été fondée il y a un tout petit peu plus de 2 ans. On est une vingtaine de personnes. Et notre métier, c'est du coup d'accompagner les agriculteurs dans leur transition agroécologique. On va proposer une plateforme sur laquelle un agriculteur en grande culture, verger et tout ce qui est agroforesterie va être capable de réaliser un plan d'action en mettant en place des leviers pour diminuer son empreinte carbone et stocker du carbone dans le sol. Et ensuite, il aura la possibilité d'intégrer un de nos programmes carbone et d'accéder du coup à de la rémunération carbone grâce au crédit carbone. Ce qui fait notre spécificité, c'est à la fois qu'on ait une offre intégrée, donc vous avez un seul interlocuteur à la fois pour l'outil et à la fois pour le programme qui va suivre, mais aussi on travaille énormément sur la simplification sur la saisie des données, sur le parcours, et puis sur l'accès au financement qui est disponible en un clic sur la plateforme. Merci Étienne. Pardon. Oui, Étienne. Je passe la parole maintenant donc à Clément Legrand, donc ingénieur des sols vivants chez Gaillago. Donc, est-ce que tu peux nous dire aussi rapidement Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Clément Legrand. Donc, je suis ingénieur des sols vivants à Gaillago. Donc, tout d'abord, moi, je suis fils d'agriculteur donc en Normandie, sur une exploitation où on utilise donc les solutions de chez Gaillago depuis 7-8 ans à peu près. Donc l'objectif, c'était tout d'abord de réduire les charges et les intrants sur les cultures. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec Gaillago. Et donc à la sortie de mon école, donc j'ai intégré l'entreprise. Donc Gaillago, c'est une entreprise qui existe depuis 2014, qui est basée à Saint-Malo. Donc on est présent en plusieurs pays d'Europe, Allemagne, Pologne, Ukraine. Et donc la recherche de l'entreprise est effectuée dans la chaire de l'université de Unilassal à Rouen. Et on travaille aussi en collaboration avec tous les instituts de recherche du végétal qu'il peut y avoir en France. Merci beaucoup. Donc, comme on le disait en introduction, les crédits carbone, voilà, c'est une démarche qui a été initiée encore assez récemment, voilà, qui a un marché plutôt émergent et donc qui répond aussi donc à l'objectif de la neutralité carbone d'ici 2050 en Europe, et donc une incitation au niveau des filières agricoles de financer la transition bas carbone et la transition agroécologique. La question qu'on pose aujourd'hui, donc c'est voilà, les crédits carbone Eldorado ou miroir aux alouettes, et donc tout dépend aussi peut-être de quel côté on se situe. Eldorado, miroir aux alouettes,
si on se considère du côté des startups qui proposent ces services ou des agriculteurs aussi qui peuvent bénéficier de ces services. Et donc, je vais repasser la parole à chacun des intervenants. Donc, par exemple, Thibaut, toi, de ton point de vue, quelle est la promesse client, quelle est la finalité vraiment des services que tu apportes et quelle est ta vision justement par rapport à cette activité de financement bas carbone pour le monde agricole? Moi, je vais me mettre dans les bottes des agriculteurs. Ils voient dans le crédit carbone quelque chose qui est nouveau. Pour tout le monde, même pour l'agriculture, la nouveauté, ça peut faire peur. Donc, face à ça, il y a un relatif scepticisme. C'est un nouveau marché. Il y a encore eu assez peu d'échanges de crédit carbone ces dernières années. Ensuite, dans la peau des agriculteurs, ils voient ça aussi comme une contrainte, des contrôles. Dieu sait qu'ils en ont aussi. Donc, scepticisme, qu'est-ce qui va se passer? Je veux bien cette rémunération au financement. Chez Carbon Farmers, on parle plutôt de financement que de rémunération. Mais quelles sont les contreparties à ce financement? Et puis après, c'est un engagement écologique qu'ils prennent. Et on va dire que pour une population d'agriculteurs, on ne va pas se cacher, parfois l'écologie est vue comme un gros mot. Donc, allons-y sur les contraintes fortes, les risques. C'est pour ça qu'ils se placent souvent sur le miroir aux alouettes du crédit carbone. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors que nous, on voit de côté start-up et pour les agriculteurs un certain nombre d'opportunités. C'est un mécanisme qui est nouveau, mais qui est très innovant, qui est prodigieux, le mécanisme de financement via crédit carbone, assuré via les réductions d'émissions et la séquestration de carbone des financements directs. Ça se voit dans très peu de secteurs, et l'agriculture est le seul secteur à avoir cette capacité. Et puis, c'est un marché où il y a besoin de confiance et de transparence, et on pense que des acteurs comme les nôtres, totalement indépendants, pouvons le mener, cet enjeu. Et puis, c'est un élément extrêmement important pour les agriculteurs de se placer face à leurs actions au climat, d'être enfin des acteurs clés du sujet du changement et du dérèglement climatique. Merci beaucoup. En effet, le secteur agricole a la chance d'être un puits de carbone, de par la production du vivant qui capte et qui séquestre du carbone. Au-delà justement de ce financement carbone dont on parle tant, il y a aussi des enjeux vraiment agronomiques, un accompagnement qui est fait vers la transition agroécologique pour les entreprises. Et donc, toi, Étienne, ton point de vue, comment tu te positionnes par rapport à ça? Tu y vois un Eldorado, certainement pour les deux parties, et donc un bénéfice commun à être accompagné dans sa démarche pour un agriculteur? Tout à fait. Merci Nicolas pour la question un petit peu piquante. La réalité, c'est qu'on n'est ni dans un Eldorado, ni dans un miroir aux alouettes. Ce financement, et je vais revenir là-dessus, c'est pas une rémunération, il faut vraiment le voir comme étant un financement. Il s'accompagne d'engagements forts de la part de l'agriculteur. Il s'accompagne d'une transition vers des pratiques agroécologiques qu'on aime bien dans un terme un petit peu plus marketing, anglo-saxon, agriculture régénérative. Et tout ça, en fait, c'est un financement qui va aider l'agriculteur dans son chemin vers le renforcement de la santé de ses sols, les propriétés agronomiques qui y sont du coup associées. Il faut vraiment le voir comme étant un financement parce qu'il y a un ensemble de leviers qu'on va être capable de mettre en œuvre dans un projet agroécologique, mise en place de couverts intermédiaires, insertion de légumineuses, allongement des rotations, changement de la fertilisation. Mais le but final, c'est d'avoir un sol qui ait des propriétés agronomiques qui soient supérieures, qui soient plus résilients dans un cadre qui est de plus en plus adverse, qui est de plus en plus hostile, du changement climatique,
avec des périodes de sécheresse qui vont être plus longues, avec des périodes d'inondation qui vont être plus longues, difficultés de rétention de l'eau dans le sol, dans un contexte aussi de pression hydrique très forte, de matières premières. On a eu des annonces de Yara cette année qui ne sont pas forcément très sympathiques. Et donc, du coup, on a besoin de changer d'un système où notre production est beaucoup basée sur la fertilisation et la mécanisation, vers un système où le sol prend toute sa place en tant que facteur et outil de production. Et c'est pour ça que c'est important de financer aujourd'hui, et c'est à ça que les crédits carbone servent pour l'agriculteur, c'est financer sa transition vers des sols qui ont des propriétés agronomiques supérieures. Et peut-être pour rebondir sur le sujet Eldorado ou Alouette, au-delà de l'engagement de l'agriculteur, générer ce crédit carbone, c'est un processus qui est long, qui va être très consommateur en différentes ressources. Donc dans un premier temps, il faut que l'agriculteur mette en place sa transition. Éventuellement, ça veut dire qu'il y a un accompagnement à prévoir par sa coopérative, par son conseil agronomique. Ensuite, il va falloir mesurer l'impact de cette transition. C'est là où on va avoir besoin d'outils typiquement comme Rise ou comme Maizy Carbone, par exemple, qui n'est pas autour de la table. On va avoir besoin ensuite de quelqu'un qui aide à la reconnaissance des économies carbone qui sont associées au projet. Et ensuite, on va avoir besoin de quelqu'un qui met en marché ces économies carbone de manière à générer un financement. Donc tout ça a un coût pour l'agriculteur et pour l'ensemble des maillons de la chaîne, ce qui résulte en une partie très significative de la valeur qui est générée par le carbone qui va être consommée dans cette transition et dans les différentes parties qui vont intervenir autour de ce projet-là. Donc voilà, en conclusion, ce qui est important, c'est de retenir que c'est un outil de financement de la transition, qu'on s'attend à ce que le prix du carbone monte dans le temps. Aujourd'hui, il est plutôt à 35 €. On peut s'attendre à ce que ça évolue positivement, mais que c'est vraiment un outil de financement pour accompagner les agriculteurs dans leur transition vers des pratiques agroécologiques. Merci. Et donc toi, Clément, par rapport à l'activité de Gaillago et de revitalisation des sols d'une manière générale, aujourd'hui aussi, tu vois dans ces financements carbone une opportunité justement, un outil supplémentaire pour accompagner aussi les agriculteurs que vous suivez dans cette démarche agro-environnementale. Donc aujourd'hui, Gaillago, ça fait une dizaine d'années que sur le marché de l'agriculture, donc on est des experts de l'agronomie où on développe nos solutions qui ont été conçues depuis plus de 20 ans pour améliorer donc, ces structures, ces matières organiques du sol. Donc c'est difficile de parler de séquestration de carbone sans parler de matières organiques et d'experts agronomiques. Donc nous, aujourd'hui, l'entreprise Gaillago, donc via son produit Nutrigeo, permet de valoriser la matière organique en matière organique stable, ce qui permet donc en fait la matière organique concrètement c'est du carbone. Donc aujourd'hui en pulvérisant donc un produit d'origine naturelle sur les parcelles agricoles, donc on peut augmenter cette séquestration de carbone tout en revitalisant les sols. Donc l'objectif vraiment premier de Gaillago, c'est via la rémunération de crédits carbone, aider ces agriculteurs donc, dans la transition agroécologique et dans la revitalisation de leur sol. Donc aujourd'hui, 100% des bénéfices de cette action et de ce programme sont reversés aux agriculteurs. Gaillago ne régénère aucun, sert juste utilise cette offre carbone à bon escient pour l'agriculteur pour acheter ses crédits carbone et revendre sur le marché de la revente, tout en aidant à revaloriser leur sol donc avec le produit Nutrigeo qu'on distribue. Donc aujourd'hui, on a plus de 300 agriculteurs qui sont engagés dans notre programme avec environ 12 000 hectares. Et donc nous, notre offre commerciale, donc, elle est vraiment de passer par la distribution et les collaborateurs, donc que ce soit négoce ou coopérative, pour mettre en lien nos expertises agronomiques avec leur expertise agronomique de leur territoire et pouvoir avancer dans cette offre et dans ce programme carbone. Merci beaucoup. Donc on voit au travers de vos trois interventions qu'il y a une vraie finalité agronomique. Hein. On est vraiment dans... d'une manière synthétique, une vraie opportunité pour justement accompagner les agriculteurs dans leurs bonnes pratiques et donc avec le sol hein, qui est quand même assez central aujourd'hui dans le financement des crédits carbone.
il y a aujourd'hui l'existant, on est sur un marché qui se structure. Voilà, donc une prise de conscience aussi, on le voit même lors de ce salon par rapport à la fréquentation de vos différents stands, aux questions que vous avez de la part des agriculteurs, où il y a même encore un an, il n'y avait pas forcément une marque d'intérêt toujours très forte, et là aujourd'hui il y a une prise de conscience, aussi de l'opportunité que ça peut représenter aussi pour eux, justement, voilà, un outil incitatif pour encore aller un petit peu plus vite et passer à l'acte, voilà, par rapport à cet enjeu du sol. Et donc, par rapport justement à ce que vous vivez aujourd'hui, en termes de prospective, comment vous voyez le marché dans 5 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, on est au début de l'aventure dans l'accompagnement des transitions et donc on devrait avoir un déploiement vers d'autres types de bonnes pratiques, des outils de financement, des modes de financement un peu différents, une participation citoyenne peut-être plus forte que de la compensation carbone. Voilà, donc quelle est un petit peu votre vision? Étienne, tu veux commencer? Très bien, je peux commencer sur le sujet. À mon avis, aujourd'hui, l'écosystème d'accompagnement des agriculteurs dans leur transition agroécologique, il est multiple et il y a tout un écosystème qui doit se construire. Il y a un écosystème d'accompagnement, donc on a vu plusieurs jolies boîtes qui ont émergé, on voit plusieurs acteurs existants de l'écosystème qui s'emparent du sujet et qui essayent de se former pour accompagner les agriculteurs dans cette transition. Il y a un sujet autour du consensus scientifique. C'est assez nouveau finalement de mesurer le carbone au niveau de l'exploitation agricole. Et ce qui explique pourquoi aujourd'hui il y a une articulation qui est encore faible entre les différents cadres de certification, que ce soit l'élevage, que ce soit les grandes cultures, et même au sein des grandes cultures, que ce soit entre une approche plutôt de modélisation comme ce qu'on va voir chez RISE, ou plutôt une méthode plutôt comme la FAO de mesure directe dans le sol, comme celle du programme Gaillago. Donc il y a une vraie évolution à attendre aussi autour des outils, de la mesure, de la reconnaissance de ce carbone. Et in fine, il y a aussi tout un univers. Il y a eu beaucoup de déceptions autour du crédit carbone, il faut le dire, parce que le crédit carbone, c'est un outil de financement de transition. Mais il y a un problème autour de les agriculteurs qui ont déjà fait, eux, leur transition, qui ont déjà stocké du carbone dans le sol. Malheureusement, le crédit carbone ne peut pas s'appliquer parce qu'il n'est pas conçu pour ça. C'est un outil de transition. Et donc, du coup, il y a tout un modèle économique à construire avec les collectivités, avec les filières, pour financer le maintien de ces pratiques-là, et que les agriculteurs, qui sont déjà dans une situation positive, soient capables de le valoriser en se différenciant à travers des primes de filière et autres. Donc tout ça va être très important. Et puis le dernier élément économique qui, je pense, est important, ça va être aussi la couverture des risques qui sont pris dans une transition, parce que qui dit changement de pratique, qui dit transition, dit risque. Et ça, c'est aussi un sujet sur lequel RISE est en train de travailler. On est en train de lancer un projet avec AXA Climate, par exemple, autour de ce sujet-là, de la couverture de ce risque de transition vers l'agroécologie. Merci. Clément, toi, de ton point de vue, justement, le financement du maintien aussi, c'est un peu cette vision aussi que tu peux partager avec Étienne? Tout à fait, je partage l'idée d'Étienne. Donc nous, le programme s'applique sur 5 ans. Donc sur 5 ans, l'agriculteur s'engage avec nous. Donc c'est vraiment un contrat mutuel entre agriculteurs, distributeurs et Gaillago. Donc l'objectif, c'est d'avoir un point d'étape au bout de 3 ans pour voir comment se situe donc le taux de matière organique, pour voir l'évolution du stockage de carbone dans le sol. Donc quand l'agriculteur et le distributeur s'engagent avec nous, donc on lui certifie la vente de ces crédits. Donc nos crédits sont labellisés Gold Standard. Donc c'est une labellisation internationale qui existe depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et donc en fait, on travaille avec des partenaires comme Sospol et Terre à Terre pour certifier donc la vente de ces crédits labellisés. Donc l'agriculteur qui s'engage avec nous et qui stocke du carbone et de la matière organique dans son sol et sera obligatoirement rémunéré donc, au bout de cet engagement de 5 ans. Et pour les agriculteurs qui n'en stockeront pas de carbone dans leur sol, Gaillago s'engage à financer l'engagement du programme avec eux.
Et donc l'objectif, c'est de financer donc, cette transition agroécologique par des paiements écosystémiques. Donc là, on parle du carbone, mais ça peut être aussi de la biodiversité par la suite. Merci beaucoup. Thibaut, pour ta part, Carbon Farmer, c'est axé sur un modèle d'accompagnement sur le terrain des agriculteurs. Et donc, par rapport à aujourd'hui de l'accompagnement sur des crédits carbone ou une démarche carbone, toi, comment tu vois dans des pratiques nouvelles qui seraient accompagnées demain et peut-être aussi sur l'écosystème qui va être mobilisé, les acteurs qui pourraient intervenir demain pour accompagner les différentes démarches sur des sujets peut-être aussi très différents de ce qu'on discute aujourd'hui. Comment tu te projettes un peu dans 5-10 ans sur ces aspects-là? Le financement va évoluer, il doit évoluer. Via les crédits carbone, ça peut être qu'un financement partiel. On a donné un chiffre, on est autour de 30 euros, 35 euros pour l'agriculteur. Il y a des relais, et Carbon Farmers, on y croit beaucoup, sur du valorisation via des primes filières. Donc les filières agroalimentaires, avec l'appui des négoces et des coopératives, puissent évaluer la traçabilité des réductions d'émissions avec notre soutien et que à la production bas carbone, on puisse mettre en place une rémunération, un complément de rémunération sur les productions bas carbone. Donc ça, c'est extrêmement important et ça pourra permettre d'arriver peut-être rapidement à 200-250 euros par entre guillemets, équivalent tonne de CO2 avec ces primes filières. Et l'autre élément limitant du marché sur lesquels il faut travailler, c'est les outils pour valider la séquestration carbone. Étienne en a parlé. Les analyses de sol sont coûteuses et ne permettent pas de manière intégrale de renseigner l'évolution de matière organique. Le satellite ne regarde que ce qui se passe entre les 5 cm et les 1 mètre du sol, donc ne regarde pas du tout ce qui se passe dans le sol. Il ne pourra pas. On pense beaucoup à la conduite des machines agricoles pour renseigner toutes les données des agriculteurs et de les suivre, parce que il faut des outils de suivi automatisés. Et les données agricoles sont là pour les données des machines agricoles, et on discute beaucoup avec des machinistes agricoles pour que les itinéraires culturels des agriculteurs soient intégrés dans les programmes carbone de traçabilité. L'avenir... Alors, je te sens bouillonnant, Étienne, alors oui, je te laisse parler, sur ce sujet, mais je reprendrai la parole sur l'avenir, si tu le veux bien. Je te laisse finir alors sur l'avenir, je voulais rebondir sur quelque chose qu'avait dit Clément. D'accord. Alors, et donc l'avenir, c'est quand même des crédits carbone dont la valeur dans 5 ans va augmenter. On peut tabler sur 100-150 euros, qu'on ait un marché totalement unifié du carbone. Aujourd'hui, le crédit carbone réglementé, c'est uniquement les entreprises industrielles. Si on s'imagine que toutes les entreprises d'une certaine taille ont fait leur bilan carbone ou vont faire leur bilan carbone et devront compenser leurs émissions résiduelles, on sera sur ce marché unique de 150 à 170 euros la tonne de CO2. Et les agriculteurs, je le répète, mais je crois qu'on le répète tous les trois, sont les seuls acteurs qui peuvent justifier, sur le plan naturel, d'une capture et d'un stockage de carbone. Donc pour les agriculteurs, en France, sur leurs 30 millions d'hectares de SAU, c'est un financement extrêmement important qui peut être généré. Merci. Donc Étienne, je te laisse la parole peut-être sur l'aspect outils, agroéquipement pour favoriser la traçabilité aussi. C'est quelque chose auquel tu crois? C'est quelque chose sur lequel on s'est effectivement positionné en intégrant dans notre technologie notamment de l'imagerie satellitaire qui permet de faciliter la collecte des données. Mais je ne voulais pas rebondir sur la partie technologique, je voulais repartir sur la partie financement, où effectivement on est dans le cadre d'un écosystème qui aujourd'hui est complètement émergent. Et il y a un élément qui est frappant dans l'agriculture, c'est que l'agriculteur, en réalité, il va rendre un certain nombre de services à la collectivité. Il va permettre du coup de produire notre nourriture de tous les jours, ce pourquoi il est rémunéré. Mais il va avoir aussi un impact sur le carbone, ce pourquoi une forme de rémunération, et c'est ce dont on est en train de discuter, est en train d'être mise en place. Mais il y a plein d'autres services qui rend à la collectivité et pour lesquels il n'est pas rémunéré. Et on appelle ça les services écosystémiques. Ça va être la santé des sols, ça va être la qualité des eaux en sous-sol
ou en rivière, sa capacité du coup à garder les eaux dans son sol, la biodiversité qui est un vrai sujet également, la qualité de l'air. Enfin, il y a une longue liste de critères environnementaux sur lesquels l'action des agriculteurs va avoir un impact important et pour lesquels aujourd'hui ils ne sont pas rémunérés. Et on est collectivement en train de réfléchir à la manière dont on peut aider les agriculteurs à financer cette action-là, qui rendent en réalité c'est un service qui rend à l'ensemble de la collectivité. Et aujourd'hui, parmi l'ensemble des services qui rendent, il n'y a que la nourriture qu'ils produisent pour laquelle ils sont rémunérés. Oui, merci. Oui, je te Alors laisse que aussi si réagir. je peux ajouter à Étienne ce que tu as dit, tout à fait. Donc, les agriculteurs qui étaient appelés paysans. Donc, paysans, c'est vraiment qui travaillent le pays, qui façonnent la campagne. Donc, ouais, tout à fait. C'est important de revenir aux sources et de voir l'agriculteur déjà de base où il est, donc qui façonne notre belle France. Merci beaucoup. Donc, on voit, on va conclure et puis bon, peut-être laisser un petit temps pour une ou deux questions. Mais en conclusion, on voit qu'aujourd'hui, voilà, on est sur une démarche à la base assez originale et sur lesquelles, voilà, on a saisi aussi une opportunité de pouvoir offrir des accompagnements aussi financiers pour les filières agricoles. Mais on voit aussi justement qu'on est peut-être sur un outil qui peut servir de référence et inspirer beaucoup d'autres dispositifs demain pour aider à accompagner tout un panel de démarches au bénéfice des agriculteurs, mais voilà, dans vraiment une transition agroécologique et aussi une revalorisation de l'image de l'agriculture comme contributrice, en effet, comme vous le disiez chacun, mais sur le sol, mais la biodiversité végétale, animale, et voilà, peut-être la protection des cours d'eau, etc. Mais donc tout un ensemble de bénéfices qui vont pouvoir être encore plus renforcés à l'avenir. Merci à vous. Voilà, pour ces échanges, pour vos contributions. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Bonjour, j'aurais besoin d'un peu de pédagogie. Vous parlez de 35 € la tonne, le marché mondial c'est plutôt 3-4 € et j'imagine que ça a encore dégringolé depuis la guerre en Ukraine. Première question, d'où viennent ces 35 €? Ensuite, de façon très concrète sur cette histoire d'argent, vos clients, vos quelques agriculteurs, combien ils sont rémunérés au maximum? Combien ils ont réussi à faire rentrer d'argent dans les caisses de leur exploitation en une année? Merci d'avoir une réponse la plus précise possible. Moi, je veux bien commencer à répondre. Donc nous, aujourd'hui, quand on développe notre programme au niveau des agriculteurs, via les recherches qui ont pu être faites dans les laboratoires d'Unilassal, on peut se permettre de dire qu'un agriculteur va stocker 3 tonnes d'équivalent CO2 dans son sol par an et par hectare. Donc aujourd'hui, on est sur une base de 30 €. Donc on permet de se dire à l'agriculteur qu'il sera rémunéré 90 € de l'hectare par an. Voilà, c'est... Chose qu'on n'a pas, que j'ai pas eu le temps de préciser, le format ne le permettait pas. Quand on parle de financement et de coût de la transition, quand vous comparez à certains coûts que vous annoncez de programmes internationaux, nous derrière on le met en relation avec le coût des pratiques. Le coût des pratiques agricoles est évalué chez Carbon Farmers de manière très précise, les couverts végétaux, les restitutions de résidus de culture, les engrais. Et on voit que ce coût, il est bien plus important que 35 €. Il est à 80, 90, 100, 150 € pour certaines pratiques. Donc, quand je dis que 35 € c'est bien, mais c'est même pas assez, ça fonctionne même pas le tiers. En fait, comment on arrive à amener les financeurs à ce coût-là au moins de 35 €, c'est quand on leur amène la preuve de l'impact du financement et du coup que ça engendre et des bénéfices, mais qui sont des bénéfices plutôt long terme. Donc voilà, ma réponse elle est là, c'est que je n'engage pas un agriculteur si je lui dis que je suis à moins de 35 €. 35 € c'est pour l'agriculteur. Chez Carbon Farmers, 75% de la valeur du crédit carbone est reversée à l'agriculteur.
Donc ces 35 € en découlent. Et donc c'est directement lié au coût de la transition. Je suis d'accord avec vous, aujourd'hui ce sont sur des volumes relativement limités. Merci Thibaut pour cette réponse. Ah, Tu veux que je fasse une réponse? Ah ben peut-être, oui. Bon, bah alors du coup, je vais faire une réponse assez rapide parce que je pense que l'essentiel a été dit. Peut-être un petit élément complémentaire sur lequel on peut revenir, c'est qu'en fait, comme à peu près tout, la valeur d'une chose dépend de la manière dont on va l'utiliser. Et en fait, un crédit carbone international à 2, 3, 4 €, en fait, va être un chiffre dans un rapport qui sert surtout à montrer qu'on fait un effort de greenwashing et qu'on est neutre en carbone et qu'on fait de la compensation. Donc, je citerai aucun acteur, mais il y a un certain nombre d'acteurs qui sont dans ce genre de stratégie qui sont exclusivement basées sur les chiffres et la quantité. Maintenant, le type d'acteurs qui vont accompagner des projets agricoles sont des acteurs qui sont prêts à payer le prix fort pour le carbone, parce que derrière, il y a des considérations éthiques, il y a des considérations écologiques. Ils ont envie d'avoir un impact local, et c'est pour ça que l'importance de la mesure, l'importance de la preuve, elle est importante. Ils ont envie d'embarquer leurs parties prenantes autour d'une histoire, que ce soit leurs collaborateurs internes, qu'ils ont envie de sensibiliser autour de la question climatique, que ce soit leurs parties prenantes, par exemple leurs clients ou leurs fournisseurs. Voilà, ça peut être une logique où les pouvoirs publics dans leur région, c'est vraiment une logique écosystémique dans laquelle ils ont envie de s'impliquer avec derrière des convictions qui sont extrêmement fortes. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit chez nos clients. Tout à fait, moi je retiens Étienne donc, pour dire, donc, pour revenir un peu sur ce que j'ai dit. Donc aujourd'hui, comme on disait, on est en partage avec des collaborateurs qui nous certifient donc la vente des crédits carbone. Et donc en fait, cette vente, elle est faite avec des partenaires et des industriels qui, eux, sont prêts à payer, comme disait Étienne, le prix juste et rémunérateur pour permettre à l'agriculteur de lui permettre sa transition agroécologique. Et donc aussi chez Gayago, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est d'essayer de trouver des acteurs dans le local. Donc par exemple une cidrerie bio qui veut permettre de produire son cidre bio en étant neutre en crédit carbone, va essayer de chercher un producteur, par exemple un verger en pommes bio pour lui permettre de compenser. Donc nous aussi chez Gayago, c'est ce qu'on essaye de chercher et ce qu'on essaye de faire pour vraiment boucler la boucle. Ouais. Merci. On va conclure là, voilà, par rapport au timing qui était prévu. Voilà, donc on voit qu'on va être dans une boucle vertueuse quand même au-delà de la simple valeur financière. Il y a d'autres formes de valeurs aussi qui apparaissent dans ces démarches. Donc merci à tous et à toutes de votre participation. Et puis nos startups restent disponibles voilà, autour de cet espace pour répondre à vos questions complémentaires. Merci beaucoup.